Je vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Anguillot. Jean-Gilbert Lapsal. Linda Abic. François Bernard. Oui. Yann Béron. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Jean-Jacques Châtelier. Présent. Lionel Cholon. Jean-Loïc Lamour. Présent. Dominique Clavier. François Dassin. François Dassin est là. François Droit. François Doré. Mylène Doro. Bernard Réau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Oui. Laurence Dufos. Dominique Fauvet. Christine Forestier. Marie Sortillon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Hervé Gillet a donné procuration à Bernard Mateille. Michel Atapi, présent. Corinne Dolan. Jean-Pierre Mansour a donné procuration à Dominique Cavaillol. André Massieu. Florence Renier. Guy Moreno. Patricia Perrier. Jean-Marc Pelletan, Anne-Marie Fenot, Jean-Claude Pérez, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alain Guérens, Denis Rennes, Patrick Soulet, Bruno Tani et Maître Truffat. Très bien. Un secrétaire de séance, Sylvie Porta, très bien. Information générale, on a des réunions. Hein? Ouais. On a des réunions qui se télescopent en septembre. Donc le bureau des maires sera reporté, qui était prévu le 2, sera reporté effectivement le 9. Ici, septembre. Le 9 septembre, oui. C'était prévu le 2, ça va repousser le 9. En ce qui concerne les décisions, il y a eu des DIA, donc nous devrons tous recevoir un fichier. La création de la régie de recettes permanente. Et la création de régie de recettes permanentes des appontements liés à la plaisance sur le port de Cadillac. Et temporaire pour les animations hors terrain. Point à l'ordre du jour, Mylène Doro, premier point à l'ordre du jour, il s'agit effectivement de l'approbation de la modification statutaire du CEMOCTOM. La modification, c'est l'approbation de la modification des statuts du CEMOCTOM par rapport à sa modification de périmètre et à ses nouvelles attributions. Vous avez, je pense, reçu, si vous voulez qu'on passe en revue toutes les modifications et tous les articles qui ont été apportés, on peut les voir. Sinon, c'est tout simplement des modifications réglementaires de façon à ce que le CEMOCTOM puisse continuer à exercer les activités de son syndicat par rapport aux modifications opérées depuis la loi NOTRe et à l'extension de son périmètre. Vous l'avez tous reçu, avez-vous des interrogations ou des questions à poser sur les modifications de certains articles par rapport aux documents qui vous ont été transmis? Il n'y a pas de problème particulier sur cette délibération. Vous voulez qu'on vous énumère les modifications ou pas? C'est pas la peine. Vous avez reçu? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Attribution de l'autorisation d'occupation temporaire non constitutive de droit réel pour le restaurant de l'Aromée et fixation de la redevance. Bon, il s'agit effectivement de l'occupation du restaurant de la d'Aromée. Donc c'est simplement une reconstitution de telle manière à faire en sorte que la SRL Gonard puisse exercer effectivement sur ce site. Donc le montant de la redevance d'occupation a été réactualisé, il est de 1030,18 €.
hors fluide qui sont refacturés effectivement semestriellement à la SRL Loin. 1030 € par mois. Par mois. Ah oui, par mois. Par mois. Faute de note en ordonnance d'occupation. C'est mensuel. C'est mensuel. Voilà. Ok. Pas de problème particulier là-dessus. On l'a déjà fait une fois. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Philippe Dubourg. Oui, alors c'est le dossier numéro 3 concernant la création d'un service assujetti à TVA pour justement le restaurant de la Romée. Alors, considérant le Code général des collectivités territoriales, le Code général des impôts, le budget principal de la communauté de communes, l'appel à la manifestation d'intérêt par rapport à un contrat d'occupation temporaire de biens publics non constitué de droit réel, considérant que l'article précise de certaines conditions aux personnes qui donnent la location d'acquitter la TVA sur leur demande, et considérant que le contrat d'occupation temporaire avec la SARL Gonard soumet le loyer du local situé à la Romée à la taxe sur la valeur ajoutée, considérant que le président principal de la communauté de communes n'est pas assujetti à la TVA, considérant que la communauté de communes ne peut facturer les loyers aux prestataires occupables dans le cadre des services assujettis à la TVA, eh bien, le conseil communautaire décide d'opter pour l'assujettissement au régime fiscal de la TVA pour cette opération et créer au sein du budget principal un service assujetti à la TVA comprenant les articles 70-323 pour la redevance et 78 remboursement des flux pour les recettes et les articles relatifs au chapitre 11 pour les dépenses. Enfin, autoriser le président à accomplir les formalités nécessaires pour l'administration fiscale et procéder aux opérations comptables nécessaires qui en découlent. Voilà, c'est tout. Administratif. Il n'y a aucune chose de trappe derrière tout ça. Bon, très bien. Je propose qu'on passe au vote là-dessus. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Alors, je passe au dossier numéro 4, concernant l'emprunt que nous devons négocier. Si vous voulez, il y a plusieurs consultations de banques sous la responsabilité de Nathalie Pardiac. Je vais vous proposer d'accepter un prêt pour une banque en particulier. Cet emprunt sera affecté pour 250 000 € pour le programme voirie communautaire 2018, 210 000 pour le programme voirie communautaire 2019, 200 000 pour la réhabilitation d'une habitation existante pour l'aménagement de plage, et enfin 390 pour le réaménagement de la halte fluviale du pont de Cadillac et la création de second ponton. Donc, si vous voulez, les conditions qui étaient faites par l'agence postale, dont le montant du prêt est de 1 050 000 €, la durée du prêt est de 20 ans, l'objet du prêt va financer les investissements dont je viens de vous parler, tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 1er septembre 2039. Le taux est de 1,01%, c'est ce qu'on a trouvé de mieux, hein. Et la périodicité de remboursement est trimestrielle. Le mode d'amortissement est constant. Et c'est un remboursement anticipé, autorisé à la date d'échéance pour toute ou partie du montant du capital rétabli moyennant le paiement des annuités actuarielles. La commission est de 0,10% du montant du contrat de prêt. Alors, article 2, le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt. Et voilà, et voilà. Donc, il y avait des concurrents, mais le taux était nettement supérieur, que ce soit le Crédit Agricole ou que ce soit la Caisse d'épargne, je pense. Il y avait quelque chose qui paraissait plus intéressant, c'était l'agence... comment ça s'appelait? Pardon? L'agence France locale. Oui, c'est ça, l'agence France locale. Mais il fallait bien sûr engager une somme autour de 50 000 € qu'il fallait payer, soit directement, soit en plusieurs fois. Il nous avait dit qu'effectivement, il était peut-être possible de pouvoir emprunter
pendant la durée de remboursement. Mais quand on a posé la question, le taux pratiqué actuellement n'était absolument pas garanti dans 5 ans ou dans 10 ans. Il ne peut pas le garantir, il n'en savent rien. Voilà. Voilà pourquoi on a pensé que c'était la meilleure offre. Oui. C'est bon? Parfait. Bon, le travail a certainement été bien fait pour la mise en concurrence, c'est pas ça que je vais dire. Donc moi je voterai contre, tout simplement parce que la capacité d'autofinancement aurait dû payer toute ou partie de ces investissements. Je rappelle que le budget de fonctionnement est de 17 millions d'euros. Je crois, de mémoire, on a pu dégager autour de 150 000 euros de CAF, ce qui est peanuts. Riance, par exemple, on a un budget de fonctionnement de 1 million d'euros, donc c'est pas grand-chose, et on dégage 200 000 euros de CAF. Donc la CAF ici aurait dû être multipliée par 10 pratiquement et tourner autour d'1 million d'euros. Donc moi je le répète, faites attention aux dépenses de fonctionnement. Donc pour ce principe-là, moi en ce qui me concerne, je voterai contre cet emprunt. Donc ça veut dire en clair que vous considérez que la Lyon gère mieux les finances que la Non, je ne considère rien du tout. Je considère que c'est un exemple. D'autres communes, je pense, ont des CAF équivalentes. Je le répète, monsieur le vice-président, le budget de fonctionnement est de 17 millions d'euros. On devrait être en capacité de dégager à minima 6% de cette valeur pour avoir une CAF de qualité. Ça nous a été bien expliqué par le bureau d'études. Je ne vais pas insister, tout le monde en a connaissance. Donc par principe, moi je ne peux pas cautionner un emprunt pour lequel j'étais contre. Lors du vote du budget, j'ai voté contre le budget. Vous comprenez que je suis ma logique. Voilà, je crois que c'est clair. Hein. Merci monsieur Bernard. Voilà. Je peux vous rappeler quand même que sur 2018, nous avions inscrit un emprunt de 900 000 euros que nous n'avons pas réalisé. Rappelez-vous de ça, puisqu'effectivement, c'est la première fois que nous empruntons depuis 2017. 2018, il y avait un emprunt de 900 000 euros et la gestion nous a permis effectivement de dégager ce nouveau financement. Là, on est effectivement, si on avait inscrit l'emprunt l'année dernière de 900 000 euros, je pense qu'on ne serait pas revenu aujourd'hui, tout simplement. Donc ce qu'on n'a pas fait l'année dernière, on le fait maintenant. C'est aussi simple que ça. Mais sachez que par rapport à la remarque que vous venez de faire, on a été attentif aussi l'année dernière par rapport à ça. Alors, monsieur le Président, je vais répondre de nouveau à monsieur le Vice-président, chargé des Finances. La ville de Podensac a dégagé une capacité d'autofinancement très importante pour le budget 2019. Par exemple, il n'y a pas que Rions. On a des exemples de gestion et de dégagement de CAF. ILATS, je ne sais pas, vous pouvez peut-être le dire. Donc, ce qu'on peut considérer pour Podensac, où il y a une CAF très importante, c'est que le budget de la ville de Podensac, la commune, est bien gérée. Bon, en ce qui concerne effectivement la base de calcul des intérêts, vous avez remarqué que c'est des mois de 30 jours sur la base d'une année de 360. Et ça ne vous a pas échappé, ça. Voilà. Lorsqu'on passe au vote, qui est contre cette délibération, alors attention, monsieur Massieu, madame Ducos, monsieur Faubé, monsieur Cavaillol, monsieur Manceau, monsieur madame Penaud, Truffard, excusez-moi, Clavier, Cholon, Baraduc, Trémit et Pelletan. J'ai dit. Monsieur Latapi. Qui s'abstient? Madame Meunier, Madame Peigné, Monsieur Pérez. Merci. Il s'agit de la délibération numéro 5 qui concerne le service commun et la commune de Cadillac, puisqu'il s'agit de modifier la convention, l'article 11 de la convention, qui était en cas de dénonciation de la convention. Au départ, la commune devait 6 mois de rémunération du personnel. Et on a coupé la poire en deux, parce que Béguet n'était pas d'accord.
3 mois la SUDAC, 3 mois la commune. Ah non, elle devait un an. Elle devait un an, mais c'est 6 mois, 6 mois. Oui, pardon. Voilà. Donc il s'agit de signer la convention, cet avenant jusqu'au 5 juillet 2019 pour la convention, et ensuite de signer pour 3 ans et demi la convention avec Cadillac, voilà, sur le service commun, bien évidemment. Et d'autoriser M. le Président à signer cet avenant et son convention. Remarque sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Merci. On peut avoir le résultat du vote précédent? Oui, 13 contre, 3 abstentions et le reste de l'Assemblée pour. On continue sur la 6. Alors, il s'agit d'une autorisation d'une convention pour la mise en place du personnel d'entretien de la base de la commune de Landiras, parce que c'est une modification de personnel. Elle est remplacée, c'est un nouveau personnel d'entretien. Donc voilà, il faut passer une convention, d'autant qu'elle est sous contrat actuellement. Voilà. Alors que pour remplacer une titulaire, qui s'en va, et on la remplace par une jeune femme, mais qui est sous contrat actuellement, et donc il faut passer une convention particulière. Voilà, ça ne change rien, ça change simplement de personnel. Il s'agit effectivement de l'entretien des locaux de la pirate dans le cadre des ALSH. C'est ça, oui, pour l'extrascolaire et le périscolaire du mercredi. Tout à fait. Et des remarques là-dessus? C'est une délibération pour ordre. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Pour la délibération numéro 7, c'est une autorisation de signature pour le président de la convention d'objectifs et de financement pour le RAM, pour le relais d'assistance maternelle. Donc c'est la convention d'objectifs et de financement qui nous est versée par la CAF. Et en commission, nous avions déjà voté, en commission, nous avions demandé un 3e équivalent temps plein pour le RAM. Donc voilà, c'est pour modifier tout cela et pour prendre en compte ce 3e équivalent temps plein. C'est pour percevoir la subvention pour le RAM. Si vous avez d'autres remarques ou des précisions à demander à Jean-Marc, il a le micro. Tout ça avait été décidé en commission et délibéré en conseil. Merci, on vote alors. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jean-Patrick. Donc la 8e délibération concerne la demande de subvention de l'État pour la réalisation des dossiers d'autorisation du système d'endiguement. Donc comme vous le savez, l'exercice de notre compétence GEMAPI, l'item numéro 5 donc, concerne la protection des inondations et nous demande de définir donc des systèmes d'endiguement, de confirmer les systèmes d'endiguement existants. Donc pour ça nous devons faire des études. Nous avons passé un groupement de commandes avec les intercommunalités voisines pour la réalisation des dossiers d'autorisation de ce système d'endiguement. Donc nous avons consulté un prestataire qui est en cours. Donc nous avons sur notre territoire 5 systèmes d'endiguement. Donc pour l'instant nous lançons une étude sur les 5 systèmes d'endiguement. On n'a pas d'a priori sur un système ou un autre. Il faut savoir que le département a déjà donné des subventions pour réaliser ces études. Nous avons nos 2 systèmes d'endiguement qui sont à cheval sur le territoire de la CDC Canton de Garonne et la communauté de communes du Sud Gironde. Donc les 2 EPCI environ une demande de subvention chacune avec un plan de financement, mais validé conjointement. Donc on prend le plan de financement. Le plan de financement est construit au prorata de la longueur des digues effectives. Donc derrière vous avez les tableaux sur chaque système d'endiguement. Avec le montant de demandé à chaque financeur. Donc le montant total de ces études est de 317 380 €, avec un reste à charge de la collectivité de 99 159 €. Donc comme vous pouvez le voir, le département il subventionne à 16,8% sur chaque système d'endiguement, les fonds Barnier à 50%, et donc le reste à charge de la CDC à 33,2%. Donc il y a le système d'endiguement, le casier hydraulique de Barsac C11,
le casier hydraulique donc, de Barsat-Prignac, celui de Prignac-Toulaine, celui de Lupac-Verdelais et ensuite le casier hydraulique de Portes. Voilà, Monsieur le Président. La délibération. Oui, à remarquer aussi qu'effectivement, lorsque les digues sont transfrontalières, les communautés de communes voisines financent également. C'est ça. Tout à fait. En fonction, Au prorata du linéaire. Au prorata du linéaire, c'est ce qu'il faut entendre. C'est le cas pour le casier hydraulique Prignac-Toulaine et pour le casier hydraulique Loupiac-Verdelais, tout ça avec la CDC du sud Gironde. Il ne peut pas y avoir deux études sur une même étude sur le même casier. C'est assez logique et la répartition linéaire me paraît le plus judicieux possible. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération? Sachez que ces études sont demandées par l'État et pour ceux qui ont effectivement assisté à la réunion hier, c'était hier matin, hein, c'était hier à Cadillac au niveau du PAPI, Mme Brosse de la DTTM a bien insisté sur l'importance de ces études si on veut derrière avoir les financements à l'arrivée. Autrement, nous nous retrouvons effectivement à avoir financé des choses sur lesquelles l'État ne pourra pas intervenir. Donc là, je crois que là, on est parfaitement dans le cadre, Patrick, par rapport à ça. Hein. Tout à fait. Il faut aller assez loin dans les études si on veut que les actions au plan PAPI soient aussi financées par l'État. Donc voilà, je vous propose de délibérer sur ce point-là. Qui est contre cette délibération? Alors, Monsieur Massieu, Monsieur Bernard, Madame Meunier, Monsieur Trénit, Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une abstention. C'est contre. Délibération numéro 9, en ce qui concerne le groupement de commandes pour la fourniture des repas au restaurant scolaire de Cadillac et de Rion. Il y avait 4 propositions et c'est la société Ensemble, l'article Pré-Bordeaux, qui a obtenu la meilleure note. Et donc je vais vous demander de retenir pour la fourniture des repas dans ce groupement de commandes. Il s'agit de Cadillac et Rion. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération? C'est une délibération qui découle d'une commission d'appel d'offres qui a été menée et plus particulièrement encadrée et vérifiée par Laurine. Là. Il n'y a pas eu de remarques particulières et la société Ensemble est sortie du lot sans aucun problème. En particulier sur cette délibération, c'est une délibération qui découle d'une commission d'appel d'offres qui a été menée et plus particulièrement encadrée et vérifiée par Laurine. Là. Il n'y a pas eu de remarques particulières et la société Ensemble est sortie du lot sans aucun problème. Est-ce qu'il y a des remarques? Si il n'y en a pas, je vais vous donner délibérer. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Deuxième groupement de commandes, c'est pour la fourniture des denrées et confection des repas au restaurant scolaire de Podensac. Donc avec effectivement, bien entendu, le groupement de la communauté de communes et la commune de Podensac. Là, c'est la société, suite à la commission d'appel d'offres du 8 juillet, c'est la société Aquitaine Restauration qui a obtenu la meilleure note. Et il y avait, je crois qu'il y avait deux offres qui ont été déposées. C'est la société Aquitaine Restauration qui l'a remporté. Donc je vais vous demander de délibérer là-dessus. Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. La première délibération concernant les ressources humaines concerne la transformation d'un certain nombre de postes qui sont liés d'une part au recrutement et d'autre part à la promotion de certains agents. Voilà. Alors donc ça amène bien évidemment une modification au niveau du tableau des effectifs, c'est-à-dire les anciens postes sont supprimés ou transformés, donc c'est-à-dire on éteint l'ancien poste et on crée le nouveau.
Enfin, il n'y a pas de modification, c'est des gens qui étaient sur des postes existants. Voilà. Mais il faut absolument que l'on délibère là-dessus sur la modification du tableau des effectifs. Voilà. Pas de création de poste. Oui. Il n'y a pas de création de poste, mais c'est des agents qui ont une progression dans leur carrière professionnelle. Je suppose que leur rémunération... Oui, mais elle est Dominique, minime, puisque... Non, mais c'est pas minime. Je demande l'impact économique. C'est 100 € ou 3 000. Non, on l'a ou pas? Il y a 3 créations de postes. Non, c'est pas des créations de postes, c'est des transformations de postes. Attendez, moi je vois création auquel je sais. Forcément, parce que c'est fluctuant. On donne une date à laquelle ça s'applique. Le chef du service technique. Non, c'est un basculement d'un poste sur un autre. Le directeur de la ville locale. Ah, mais c'est celui qui a été recruté, mais celui-là, on l'avait acté déjà. Mais Josselin, du coup, je comprends C'est une transformation. Je comprends pas la différence entre la formulation pour la ligne 98, parce que la ligne 98, on voit bien que la date d'intégration apparaît, donc là je comprends bien la transformation. En revanche, pour la ligne 129 et la ligne 55, du tableau, pardon. Parce que moi j'avais compris qu'il y avait 2 créations, je pense. Non, c'est bon. Les agents qui sont partis, ils sont remplacés. On est au grade, c'est tout. Je peux dire une petite chose, s'il vous plaît? Non. Je vais te donner la parole. Pour répondre à Madame Ducos. Je demande juste, j'ai pas compris le tableau en fait du coup. Je pense que j'ai pas compris. Ligne combien, pardon? Pardon? Quelle ligne? En fait, c'est la différence entre la ligne 98 qui laisse bien apparaître la date d'intégration de la personne. Donc là, je comprends bien, c'est une transformation. Là, je comprends bien. Par contre, sur la ligne 45 et la ligne 129, comme il n'y a pas de date initiale d'intégration, on le comprend comme une création de poste en fait. Mais non. Mais non, mais je voudrais comprendre la différence. Avant, on avait un chef des services techniques qui était sur un emploi de catégorie B, et maintenant il est sur un... C'est une transformation. Le responsable de la vie locale, c'est bien une création. Non, on interroge le CDG, ils nous ont dit de faire comme ça. Maintenant, Monsieur le directeur général, oui. Voilà, je voulais tout simplement dire que le cadre technicien territorial B va passer A, ingénieur, il y a une différence de salaire non négligeable, surtout dans le temps. Je peux en parler puisque moi j'étais dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux et il y a une incidence financière. Donc ça serait intéressant de... Il y en a dans un sens et il y en a dans l'autre, parce que l'ancien directeur de la vie locale est effectivement sur un salaire très important et le nouveau sera beaucoup moins. Donc il faut qu'on fasse la balance, on vous la portera, mais la balance est très faible par rapport à ça, elle est minime, puisqu'effectivement, on a des agents qui sont partis à des hauts salaires et du recrutement qui ont été faits à 700 ou 800 € inférieurs. Je rappelle quand même que quand j'ai posé la question, soit en commission ressources humaines, soit ici même, là j'ai apporté la réponse. Par contre, quand l'organigramme a été voté, a été proposé, que j'ai demandé combien ça allait coûter, on m'a bien répondu 150 000 € de plus, c'est tout. Ah mais c'est pas je le dis à tout le monde parce que c'est ça ce que ça va coûter. Mais pas pour ça. Voilà, c'est tout. Le poste de Corinne Brilla est remplacé, Corinne Brilla elle est partie, donc elle est remplacée, effectivement on crée des postes qui correspondent. Le poste de Virginie Bourgeois par exemple est parti, elle va être remplacée. Ça c'est ces postes-là. Il n'y avait pas de responsable de vie locale. Si. Mais si, Virginie Bourgeois était sur ce poste-là. Il n'était pas tout à fait sur ce poste-là. Elle était sur ce poste-là. Mais elle est partie, elle est remplacée, mais elle est remplacée par quelqu'un qui est moins rémunéré. Voilà. Mais on vous apportera ces éléments effectivement de balance sur ces postes-là, tels que le demande Dominique Clavier. Voilà. Voilà. Qui est contre cette délibération? Monsieur Massieu, Monsieur Clavier, Monsieur Manceau, Monsieur Cavaillol, Madame Penaud, Monsieur Truffat. Je vais trop vite là. Alors, Massieu, Fobé, Clavier, Penaud, Cavaillol, Manceau, Truffat, Pelletan,
Cholon, Trénit, Baraduc. Qui s'abstient? Monsieur Moreno, Latapi, Meunier, Bernard, Peigné. Et je vois un stylo, c'est bon le stylo, je le prends pour... Oui. Bon, d'accord, et Dora. Madame Meunier aussi? Ouais, je l'ai non, Madame Ducos, pardon. Ok. Merci. On vous donne les résultats. 10 contre, 7 abstentions. On vérifie les chiffres. 11 contre, vous avez 6 abstentions. 11 et 6. Non, j'ai 7 abstentions. Il y a M. Manciot, M. Dario. N'oubliez pas. Un 10 sur les 11, pardon. 10 plus 1. 11. Délibération numéro 12. Bon, alors, la délibération numéro 12, c'est une modification, effectivement, c'est la loi qui impose une modification sur la gestion du compte épargne-temps. Donc, on en a donné l'information au syndicat dans le cadre du comité technique, voilà, et il faut le valider dans le cadre du... Enfin, il faut oui, qu'on délibère pour acter effectivement cette modification, hein, qui est... notamment, c'est sur les récupérations, je crois. Voilà. Voilà, tout simplement, c'est acter une décision de loi, une modification de la loi par rapport à ça. Si vous voulez d'autres renseignements par rapport à ça, après, si vous voulez donner, mais donc c'est une application pure et simple, effectivement, des règlements. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci. Et la troisième délibération concerne les contrats d'apprentissage. On en a deux qui vont démarrer. Un sur la crèche au Cabellou. Et bon, donc il y a un... Non, non. De quoi? Socialiste. C'est sur le... Quel métier l'apprentissage? Alors, l'apprentissage, il y en a un à la bibliothèque. Et l'autre sur le centre loisir, hein, c'est ça. Voilà. Ah oui, sur le centre, excusez-moi, je pensais... Non, non, c'est sur le centre loisir, effectivement. Voilà. Et il va faire quoi? Eh bien, voilà, c'est une licence professionnelle, enfin un BPGEPS, biqualifiant sport collectif et activité physique pour tous. Et le maître de stage, je crois que c'est le responsable de l'Andira, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. En fin de compte, je crois que c'est la politique de la communauté de communes aussi de mettre en place et de mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui ont bien souvent des difficultés pour avoir une formation professionnelle, et l'apprentissage est une bonne solution. Alors c'est vrai qu'il va falloir se fixer un quota, je crois que d'aujourd'hui deux apprentis pour la collectivité que nous avons, c'est supportable. On n'ira certainement pas au-delà, mais je crois qu'à un moment donné, c'est une demande qui a été faite des services. Je pense que c'est un maître de stage qui est venu aussi sur l'Andira, je crois qu'il va se faire, en ce qui concerne le BPGEPS. Bon, le reste, c'est sur le réseau de lecture publique au niveau de la bibliothèque. Donc je crois qu'effectivement, si on peut nous mettre le pied à l'étrier à ces deux jeunes, ce sera une bonne chose. Voilà. Juste, oui. Monsieur le Président, si vous permettez, juste pour dire que c'est important que les collectivités, moi je vois même au niveau de la mairie, prennent leur part dans les contrats d'apprentissage. On doit donner l'exemple par rapport à ça. On sait que c'est quand même important pour nos jeunes. Et qu'il y a... alors, je sais que c'est souvent, pour le maître de stage, c'est un surpoids de travail. Mais je crois qu'il faut absolument que les collectivités intègrent le fait qu'ils ont aussi un devoir d'apprentissage et de pédagogie concernant, et de stage aussi, parce qu'on a énormément de difficultés à accueillir les jeunes en stage. Or, je vous rappelle, enfin je crois que moi-même j'en ai bénéficié, il y a des métiers où ça ne peut être validé que si un stage est réalisé. S'il n'y a pas de stage,
le diplôme n'est pas validé. Donc il faut, je crois que la collectivité publique doit donner l'exemple en la matière. Monsieur le Président, bien sûr qu'on a tout intérêt, nous les collectivités, à montrer l'exemple à ce niveau. On a tellement évalué l'apprentissage pendant des années, que si un effort commun n'est pas fait, nous ne retrouverons pas de personnel de qualité, avec une qualification qui s'apprend plus facilement sur le terrain que quand on est dans un milieu scolarisé comme l'élève, même si j'ai rien contre, mais on le voit dans nos métiers. Moi qui suis ébéniste d'art, je peux vous dire qu'on était 60 à passer le CAP, il n'y en a plus que 6 en Gironde. Donc on a une perte énorme de main d'œuvre qualifiée, ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous à la ramasse. Et les entreprises ne trouvent plus de personnel. Bien sûr qu'il faut qu'on montre l'exemple. Et on n'a pas d'autre choix. Donc c'est normal. Écoutez, je vous remercie. Et donc, effectivement, moi je crois que le bon calibrage, c'est effectivement 2 apprentis pour la taille de la collectivité. Et on portera effectivement, je crois que c'est important. Je vais vraiment dans votre sens, monsieur Dorion, par rapport à ça. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour eux. Donc on a une perte énorme de main d'œuvre qualifiée, ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous à la ramasse. Et les entreprises ne trouvent plus de personnel. Bien sûr qu'il faut qu'on montre l'exemple. Et on n'a pas d'autre choix. Donc c'est normal. Écoutez, je vous remercie. Et donc, effectivement, moi je crois que le bon calibrage, c'est effectivement 2 apprentis pour la taille de la collectivité. Et on portera effectivement, et je crois que c'est important. Je vais vraiment dans votre sens, monsieur Dorion, par rapport à ça. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour eux. Donc je l'apprends, merci. Donc il s'agit ce soir de vous présenter la modification du règlement du SPAN. Comme vous le savez, donc, on a voté ce règlement le 23 janvier 2019, qui avait été proposé par le cabinet Gétudes qui nous accompagnait par rapport au nouveau marché auprès de la SOR. Entre-temps, on a rencontré donc, les services de la SOR qui nous ont demandé de faire des rajouts par rapport à ce règlement initial qui avait été expurgé par le cabinet Gétudes. Et il nous a semblé, le service a travaillé sur ces propositions de la SOR et jusqu'à cet après-midi, parce que c'est rajouté par rapport à ces propositions de la SOR un recours au tribunal administratif, donc avec des échanges par rapport à notre conseil juridique. Donc voilà, on vous propose donc un nouveau règlement pour aller assez vite. Donc il y a un certain nombre de pages, les parties rajoutées par rapport à celui du 23 janvier ont été mises en jaune et en vert par rapport au tarif pour lequel on est mis au tribunal administratif. C'est dans le cadre de l'ancienne CDC de Podensac, en fait, où on a un administré qui conteste le paiement d'une redevance parce que elle considère qu'elle n'aurait pas été informée des tarifs alors que ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, on est au tribunal. Donc, sur le chapitre 32, donc vous l'avez sous les yeux, on a rajouté donc l'ensemble du territoire des communes de la CDC, comme je l'ai Garonne, excepté donc l'Estiac, Donzac, Omet et Paillet, qui sont gérés par des syndicats externes dans le cadre de marchés qui vont aller à l'échéance. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce paragraphe? Donc si vous n'en avez pas, je passe à chaque fois. Donc on arrive à la page 4, concernant donc les responsabilités et les obligations générales. Donc on a rajouté, dans le propriétaire ne doit pas modifier l'agencement ou les caractéristiques, je vous passe la suite. Et dans le cas contraire, le pétitionnaire engage sa responsabilité en cas de dysfonctionnement de tout ordre, sans possibilité de recours contre la collectivité, le SPANC et ou le prestataire chargé de mission de contrôle. Pas d'objection par rapport à ce rajout. Page 5, concernant les obligations en cas de vente. Donc si le rapport de visite joint à l'acte de vente stipule une non-conformité, les travaux doivent être réalisés dans l'année suivant la vente et le projet devra faire l'objet de contrôles de conception, des contrôles de conception et de bonne exécution des travaux prévus aux articles 4.1 et 4.2 du présent règlement. On passe à la page 6, donc obligation d'entretien des ouvrages. Donc il est rajouté que les ouvrages et les regards doivent être constamment accessibles pour assurer l'entretien et leur contrôle.
dans le même chapitre, on a rajouté l'occupant peut réaliser lui-même les opérations d'entretien et des ouvrages. C'est page 6. Il faut remonter. Voilà. Alors l'occupant peut réaliser lui-même les opérations d'entretien des ouvrages ou choisir librement l'entreprise ou l'organisme agréé qui effectuera là où les opérations d'entretien des ouvrages. Il les effectuera tout en se conformant aux prescriptions du guide de l'utilisateur dans le cas des filières agréées par le ministère. Pas de remarques. On poursuit donc page 7. Là c'est un peu plus long. Donc ça concerne le chapitre des droits des accès des agents, donc avec des difficultés et des pratiques auparavant qui étaient un petit peu, qui outrepassaient en fait peut-être la législation, donc on a rajouté. Au cas où l'usager s'opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique de par un refus ou une absence de l'occupant après l'envoi de deux avis de passage, les agents du SPANC relèveront l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur contrôle. Le prestataire enverra un courrier à l'usager avec le deuxième avis de passage, informant des risques encourus et en informera le président de la communauté de communes, puis. Premier cas, si l'usager se manifeste de réception de ce courrier, le SPANC se déplacera pour réaliser le contrôle par une contre-visite qui sera facturée à l'usager en plus du montant de la redevance du contrôle. Point numéro 2, si l'usager ne se manifeste pas, une petite erreur. L'accès laissé, donc met en demeure le propriétaire de mettre en place une installation d'assainissement conformément au dispositif prévu à l'article L1331-1-1 du Code de la santé publique et la serait en paiement du montant de la redevance du contrôle majoré à 100% conformément à l'article L1331-8 du Code de la santé publique. Les éléments considérés comme probants sont la présence de regard d'accès à toute ou partie du système, la présence d'une facture de vidange, de moins de 2 ans en l'absence d'accès aux ouvrages de pré-traitement, bordereaux de suivi également fournis. Tout autre document, ouvrage, ancien plan, ancien rapport, photo, etc. ne saurait constituer un élément probant. Voilà, donc auparavant, le SPANC, l'ASSOR rentrait de façon non autorisée, on va dire, et facturait de manière un petit peu indue. Voilà. Donc là, le cabinet GETU nous avait conseillé de ne pas rentrer et d'envoyer les courriers de rappel, etc. Ensuite, page 9, donc chapitre concernant les distances, conception et implantation de système. Il est fait état des distances donc, de traitement par rapport aux limites. Donc ces distances peuvent être augmentées en cas de terrain en pente et devront être impérativement respectées dans le cadre de construction neuve. Pour les réhabilitations des systèmes anciens supérieurs à 8 ans et dans le cadre d'une non-conformité antécédente ou d'une mise en norme suite à un dysfonctionnement, ces distances pourront être adaptées en fonction du contexte local avec impérativement la distance de 3 mètres de limite de propriété à respecter sauf cas exceptionnel. On arrive page 10. Alors page 10, donc c'est par les rajouts en vert concernent l'information par rapport au tarif en fait, pour lequel on est mis en tribunal, donc de faire réaliser le contrôle technique de suppression d'une installation en se rapprochant du SPANC qui lui communiquera au préalable le montant de la redevance pour ce contrôle. On va retrouver ce type de phrase un peu plus loin. Ensuite, en jaune en dessous, monsieur Lieutenant, la suppression, alors ça c'est concernant donc la suppression des installations d'assainissement pour raccordement au réseau public, en fait, au réseau d'assainissement collectif. Ces opérations sont réalisées aux soins et aux frais du propriétaire de l'immeuble. La suppression des installations d'assainissement non collectif fera également l'objet d'un contrôle par le SPANC. Un rapport technique sera facturé à l'usager. Page 11, à nouveau procédure de contrôle de conception. Donc le pétitionnaire retire auprès du SPANC et du prestataire un dossier comportant les tarifs du contrôle de la conception et du contrôle de la réalisation des travaux. Page 11, toujours à droite, donc le SPANC formule un avis qui pourrait être favorable ou défavorable dans un délai de 30 jours, donc on a précisé le délai. Dans le cas de l'avis défavorable, donc, le projet doit être redéposé en respectant les obligations réglementaires. Dans le cas des contrôles de bonne exécution, on a rajouté le propriétaire est libre d'exécuter lui-même ses travaux, de faire appel à une entreprise de son choix, cependant le SPANC se réserve le droit, on a déjà vu cet article précédemment, de demander les noms des personnes intervenant sur les lieux de travail pour des raisons de sécurité et afin de pouvoir identifier un interlocuteur en l'absence du propriétaire. De manière à donc
à avoir quelqu'un qui puisse donner des renseignements techniques au contrôleur. Page 12. Dans le cadre d'une réhabilitation. Alors, c'est pas tout à fait présenté comme moi, donc c'est pas grave. Donc, dans le cadre d'une réhabilitation du système d'assainissement, il appartient au propriétaire de fournir au SPANC soit les justificatifs d'évacuation des matériaux souillés ou polluants en centre de traitement agréé fourni par le prestataire, si tout ou partie de l'ancien système devait être déplacé, supprimé ou détruit. Dans le cas d'une installation mise en fonctionnement et laissée sur place, elle devra être désinfectée et comblée. En aucun cas, les matériaux souillés ne devront être déplacés et rejetés dans la nature. En dessous, procédure de contrôle de la réalisation des travaux. Donc, le propriétaire doit informer le SPANC dans un délai de 7 jours ouvert dans la réalisation. Un peu plus bas, le propriétaire ne peut remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n'a pas été réalisé. Les photos ne constituent aucun substitut au contrôle réglementaire. En dessous encore, à l'issue de ce contrôle, le SPANC formule un avis qui pourrait être conforme ou non conforme. À droite, concernant le contrôle périodique, donc on a rajouté en bas, dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de qualité du rejet peut être effectué au cours du pétitionnaire. En dessous, dans le paragraphe de contrôle de fonctionnement, toujours pareil, indiquant notamment le montant de la redevance correspondante. En dessous, lors de cette visite, l'occupant de l'immeuble doit tenir à disposition du SPANC une copie du bordereau de suivi des matières de vidange. Chapitre 5, page 14. Dans le cadre des dispositions financières, en application de l'article 22-24-12 du CGCT, le SPANC ou le prestataire de service, le cas échéant, remet à chaque abonné le règlement de service ou le lieu d'adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à disposition des usagers. Concernant le montant de l'ordonnance, page 14 toujours, les montants de chaque type de contrôle et prestations ont été fixés par délibération et distinctes. Le contrôle de conception et d'implantation d'une installation, le contrôle de réalisation des travaux, le contrôle périodique de fonctionnement et d'entretien d'une installation, la contre-visite lorsque celle-ci est nécessaire, le contrôle en cas de vente, l'analyse de rejet, la mise en service, hors service en cas de raccordement au réseau collectif. Et en dessous, dans le paragraphe en dessous, donc on a rajouté également le montant de la redevance de chaque prestation sera communiqué à l'usager avant chaque intervention. L'ensemble des tarifs applicables sont consultables au siège et sur le site de la CDC, ainsi que dans les mairies des communes concernées. À la page 16, on arrive à la fin. Pénalité pour refus de contrôle par l'usager. Donc on a rajouté en cas d'absence au rendez-vous fixé par le SPANC à partir du deuxième rendez-vous sans justification pour le concernant des pénalités. Et dernière page, on a rajouté donc l'accueil téléphonique du service de contrôle. Donc 06 68 15 51 60 du lundi au vendredi de 8h à 18h pour effectuer toutes les démarches. Et enfin un peu plus long concernant le respect des délais, M. Boutinon, le paragraphe sur le respect des délais, voilà. Donc envoi d'un avis de passage au moins 15 jours avant les contrôles périodiques, réponse aux autres demandes sous un mois, renvoi du rapport avec avis sous 30 jours. Voilà le détail des précisions qui ont été apportées sur ce règlement. Il reste à nos services et au service donc, du prestataire de se mettre bien en phase par rapport à l'envoi de ces tarifs et du règlement pour ne pas être soumis à d'éventuels recours. Monsieur le Président. Bon, très bien. Après ces explications assez précises, il y a des remarques qui viennent, que vous voulez voir, ou des sujets que vous voulez voir, où je vais vous proposer de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Alors, après avoir réuni par deux fois pour raison de quorum insuffisant le 1er juillet, donc hier, la conférence intercommunale des maires qu'elle m'a soumis donc, la proposition de charte de gouvernance concernant le règlement local de publicité intercommunale.
savez que la CDC donc, a fait le choix donc, de mettre en place un règlement local de publicité pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ce qui est affichage touristique et économique. Pour essayer d'harmoniser, de préserver un petit peu le cadre de vie, avait été décidé. Donc l'intérêt pour le territoire de se doter d'un tel document avait été pris précédemment. La procédure concernant la mise en place de ce règlement est la même que celle concernant le PLU, avec les mêmes étapes. Est-ce que vous souhaitez donc qu'on lise en intégralité cette charte-là? Vous l'avez reçue. Il y a des petites modifications que je n'ai pas surlignées qui ont été apportées hier, mais qui relèvent juste d'une précision de formulation. C'était par rapport à la gouvernance, par rapport au conseil municipal notamment. On a laissé à la libre appréciation donc les conseils municipaux de mettre en place un groupe de travail communal ou pas. Voilà. Donc, si vous ne souhaitez pas qu'on lise à l'intégralité... Non, hier, je crois que en conférence intercommunale des maires, donc, il y a eu une relecture de cette charte de gouvernance qui n'avait pas pu être validée faute de quorum la fois avant. Je crois qu'il manquait une voix. Donc là, la conférence intercommunale des maires nous a donné son accord pour pouvoir effectivement vous proposer cette délibération à votre appréciation ce soir et donner un avis effectivement favorable. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, Monsieur Bernard, Monsieur Massieu. Je considère que cette délibération est adoptée. Merci. Comment? Oh, pardon. Pardon. Oui, simplement, je voulais, parce que j'ai peut-être raté quelque chose, je m'excuse, mais il y a eu un travail qui a été fait sur la rive droite, donc avec l'ensemble d'entre-deux-mers, qui avait été fait par un cabinet de la Réole à l'époque, sur ce même sujet, qui avait coûté d'ailleurs 250 000 € à l'époque. Donc je voudrais savoir si ça remet en cause le travail qui avait été fait de l'autre côté, parce que ça avait été fait sur l'ensemble d'entre-deux-mers, et ça dépassait donc les coteaux de Garonne à l'époque. Donc est-ce qu'il y aura une cohérence avec ce travail-là? Voilà. Le travail qui a été fait, c'est sur la signalétique. Pas sur la publicité. Il y avait aussi la publicité, puisqu'on était chargés, nous les maires des communes, de faire le travail de nettoyage, en fait, je ne sais plus comment ils appelaient ça, par rapport donc, aux dimensions, par rapport au règlement national de publicité. Donc si, il y avait un travail fait là-dessus également. Oui, mais là c'est pour mettre en place un règlement qui est un petit peu plus contraignant par rapport au règlement national, justement. Voilà, c'est la différence, en fait. Je pense qu'il était déjà de l'autre côté. Et sur certaines communes donc, qui ont des sites patrimoniaux remarquables notamment et qui en avaient fait la demande. Pour lesquels il y a quand même un intérêt touristique à ce qu'il n'y ait pas un développement anarchique des panneaux publicitaires. Après, la mise en application restera de la compétence du maire, de toute façon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? On peut passer à la prochaine délibération. Il s'agit effectivement de voter pour l'attribution de compensation définitive 2018. Donc la clette, je vous passe effectivement tous les détails parce que tout le monde sait effectivement et tout le monde sait où en année, je ne dirai pas forcément, on va pas refaire le film, mais en fin de compte, la clette a identifié et retenu les charges suivantes à compter de 2018, c'est-à-dire la zone de Piastre et de Boisson, les deux zones, l'étude de programmation pour la piscine de Cadillac, le camping de Cadillac, le gymnase de Cadillac, le site de la Romée, le bâtiment du multi-accueil au Cabellou, avec la dernière qualité d'emprunt. Donc c'est la rétrocession des terrains de tennis de l'Estiac, ça c'est pour 2018. Et la rétrocession des vestiaires et clubhouse
sur la commune de football, sur la commune de Rion. Donc le tableau, quand vous apparaît qu'il y a 3 colonnes, effectivement, c'est qu'à l'application des travaux de la CLET, les attributions de compensation seraient les suivantes. Donc vous avez perçu les allocations de compensation provisoire à hauteur de 2 226 645. Le total des charges transférées qui a été acté par la CLET est de moins 182 053 €. Je vous passe les modalités effectivement de répartition, puisque vous les connaissez tous. Ce qui fait que sur le tableau de droite, effectivement sur l'autre tableau, on a les assez perçus qui sont à hauteur de 2 226 645. Le total des attributions de compensation que vous retrouvez à 2 044 592 et la différence à 182. Donc c'est ce deuxième tableau-là que je vous demande effectivement d'arrêter de telle manière qu'on puisse arrêter définitivement les allocations de compensation 2018. Je pense que j'en profite pour la population des communes de l'ex-Coteau de Garonne qui ont l'occasion d'avoir des informations par le visionnage de nos réunions du Conseil. Donc, je m'adresse à eux en leur disant que la population, que le calcul des AC est important pour les finances peut-être de la communauté de communes, mais encore plus important pour les finances de nos communes. Il faut indiquer que le montant des AC bruts correspond aux recettes reçues jusqu'à maintenant par les communes et qui ont basculé dans le budget intercommunal en raison de la fusion, et qu'il y a une commission appelée CLECT qui se réunit pour analyser ces AC bruts et proposer de les modifier, d'en modifier le montant en positif ou en négatif, en tenant compte des compétences et services transférés de la commune à la CDC ou de la CDC à la commune. Et donc chaque transfert doit être mesuré financièrement selon des critères, je dis bien, objectifs. Depuis 2 ans, quelques maires, dont moi, regrettent et dénoncent parfois le mauvais fonctionnement de cette CLECT. Pas de règlement de fonctionnement énoncé, des informations données tardivement, voire au dernier moment, le jour même de la réunion, et ce qui empêche, je crois, un travail serein des élus au sein de cette CLECT. La 5e version et la dernière réunion de la CLECT a été, je pense, une caricature. Elle s'est terminée dans la confusion, puisque M. le Président en a mis fin précipitamment, sans qu'elle ait, moi en tout cas, j'ai l'impression, ait pu donner un avis. Donc quand vous dites qu'il y a un avis de la CLECT, je ne sais pas à quel avis vous référez. Il n'y a pas eu de procès verbal, en tout cas, de cette réunion, et des votes, s'il y en a eu, vraiment comptés à la fin. Donc, pour moi, ces AC doivent tenir compte d'une réalité, la réalité des transferts de charges. Pour ma commune, depuis la fusion et les nouveaux statuts, ma commune n'a transféré que quelques centaines de mètres de voirie pour une charge évaluée de 619 €. Et c'est tout. Donc, elle devrait récupérer 73 576 qui est les AC bruts moins 619, soit 72 957 € pour les années qui arrivent. Or, pour des choix budgétaires depuis 2017, auxquels je me suis opposé avec d'autres, la CDC se retrouve en difficulté financière, maintenant tout le monde le sait, et M. le Président prend prétexte de ces difficultés pour faire les poches des communes à travers les AC. Alors la note va être douloureuse en 2018 et elle le sera encore plus sévère en 2019. Par exemple, pour ma commune, pour que les habitants le sachent, au lieu des 619 €, c'est 13 320 € qu'on va prendre aux contribuables et aux finances de la commune qu'il faudra compenser par l'augmentation de recettes. Et si c'est par l'impôt, ça sera, comme je l'ai déjà dit, l'impôt Mateigne qui correspondra à 13 000 €, ce qui fait à peu près pour ma commune 6% d'augmentation des impôts. Tant qu'il y a la taxe foncière. Sans la taxe foncière, je ne sais pas comment on va faire, ça sera beaucoup plus. La taxe d'habitation. Donc s'il faut tout reporter sur la taxe foncière, vous imaginez l'augmentation. Donc pour sauver le malade, Convergence Garonne, je regrette que M. le Président fragilise les communes, notamment les communes des Coteaux de Garonne pour 2018, et les rende vraiment malades pour 2019. Donc je ne pourrai pas voter cette proposition, et je pense que mon conseil municipal
ne pourra pas le voter non plus, mais sans ça, c'est lui qui décidera. Merci M. Charlot de cette intervention. Oui. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que je peux répondre, monsieur Latapi. Excusez-moi, monsieur. Je pense qu'à un moment donné, dans votre petite intervention, vous avez mélangé 2018 et 2019. Hein. Bon, c'est pas bien grave. Et la Marie, c'est 2019, c'est pas 2018. Hein. Bon, je crois qu'effectivement, je peux vous permettre effectivement ces erreurs. Il n'y a pas de souci, par rapport à ça. J'ai très bien compris qu'effectivement, j'ai rectifié de moi-même, effectivement, que vous parliez effectivement de 2019 et non pas de 2018. Alors que je vous rappelle qu'on est quand même sur la délibération de 2018. Hein. Voilà. Qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. Puis deuxièmement, effectivement, au niveau des clêtes, écoutez, je crois aussi que, on parle de transparence, mais on n'a pas forcément eu tous les éléments, et toujours tous les éléments que nous avions demandé, et plus particulièrement à partir du bureau d'études, qui était le bureau éco-territorial, c'est qui nous a permis, que nous a donné quelques difficultés pour essayer d'évaluer au mieux les charges transférées, puisqu'il s'agit de cela. Donc aujourd'hui, on est dans une effectivement situation qui n'est peut-être pas forcément très avantageuse, mais qui aujourd'hui me permet de vous proposer effectivement cette répartition pour 2018, qui me paraît des plus raisonnables et des plus équilibrées possibles, en fonction des éléments que vous avez bien voulu les uns et les autres à un moment donné nous fournir, de telle manière à apprécier la situation au plus juste. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il fallait que je vous dise. Et puis après, quand il y a les charges transférées, effectivement, ces charges transférées, elles viennent forcément en déduction des charges que supportent les communes, et c'est bien là l'équilibre qu'il faut rechercher. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Là, on est sur les attributions définitives 2018, M. Jean. Donc, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous allons prendre deux délibérations très importantes, et qui auront évidemment des conséquences pour le futur, et le futur de nos communes, bien évidemment, puisque je l'ai déjà dit aussi, les communautés de communes sont au service des communes et pas l'inverse. Ce ne sont pas les communes qui sont au service des communautés de communes. Ces délibérations auront des conséquences, pourraient avoir des conséquences financières redoutables pour l'avenir de nos communes. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Je pense que les fusions n'étaient pas faites pour mettre en difficulté financière nos communes. Ma commune ne doit pas perdre de produit fiscal. Lionel Cholin l'a répété, ou l'a dit à nouveau, il faudra augmenter les impôts d'une manière conséquente, or on ne pourra pas le faire. De plus, la colonne quand même du contribuable continue à être alimentée donc par ceci, avec un lissage certes, mais enfin en attendant, le contribuable continue à payer dans la colonne pour alimenter la CDC. Bien, moi je pensais que cette fusion aurait pu être neutre, mais on ne parle pas de neutralité là, c'est-à-dire ne coûter rien à personne, tout simplement, ni à la rive droite ni à la rive gauche, par solidarité tout simplement. Donc l'hypothèse 3 qui n'a pas été retenue aurait été pourtant judicieuse, et aurait permis effectivement de repartir sur des bases de cohérence et d'osmose entre nous, alors que là, si on part sur ces théories, eh bien ça va laisser des traces indélébiles et qui auront du mal à cicatriser. Ça c'est sûr et certain. Ma commune ne peut pas perdre 20 ou 30 000 euros de recettes. Ça représente effectivement le salaire d'un agent, je le répète. Donc qui je débauche? Mais qui je débauche dans ma commune 30 000, ça représente à peu près le salaire d'un agent communal. Alors qui je débauche? On va m'expliquer. Parce que la gestion de nos communes, effectivement, elles sont bonnes ou mauvaises, j'en sais rien. Moi j'essaie de faire de mon mieux sur ma commune, et je n'accepterai jamais de mettre ma commune en difficulté par rapport à une PCI qui a eu des prétentions ou la bouche plus grande que le ventre, je ne sais pas, ou les yeux, voilà, parce qu'effectivement, ça a été dit et répété, le budget de fonctionnement atteint des sommes abyssales, et bien c'est là qu'il faudra faire des économies au fil du temps, et sans nous mettre la pression fiscale et mettre le couteau sous la gorge à nos communes. Alors évidemment, les communes qui ont des AC, parce que là aussi, c'est très injuste. Sainte-Croix-du-Mont, donc, pas tout à fait 1000 habitants. Bien, 56 000, donc, d'AC provisoire.
dans les strates à peu près identiques, les AC, je sais pas, il n'y a que les sourds, les aveugles, qui n'écoutent pas ce que je dis ou qui ne voient pas ce que je vois. C'est quand même très injuste, tout ça. Très injuste. Parce que les équipements, eh bien oui, ils sont proportionnels. Hein. Moi j'ai une école de 4 classes, j'ai de la voirie, j'ai des structures importantes, notamment accessibles touristiquement. Tout ça, ça s'entretient. Donc je fais comment? Donc il est évident que je ne voterai pas cette gabegie financière qu'aura été cette fusion. De plus, je tiens à vous signaler que les excédents reportés de la CDC des coteaux de Garonne ont fondu comme neige au soleil. Parce que c'est justement, il y avait des excédents reportés qui permettaient de faire des choses, notamment, justement, on le disait dans la signalétique, puisqu'il y avait des choses qui étaient prévues au budget, et ça ne se fera quand? Au calende grec, etc., etc. Donc, je regrette infiniment ces attitudes par rapport aux communes qui sont en difficulté, alors qu'on aurait pu trouver une solution apaisée, entre nous, tranquille, et en espérant que l'avenir soit plus propice financièrement, en essayant de faire des économies, et sans nous dire, ben, mon petit, tu me dois 30 000, voilà, et puis un autre temps, voilà. Bon, mais écoutez, je sais pas qui n'a pas compris mon propos aujourd'hui, je l'ai répété 10 fois ce que j'ai dit, mais comme le disait Lionel, donc tous les contribuables montecruciens, de toute façon, en seront informés, bien évidemment, et bien au-delà. Donc on va revoir tout ça, parce qu'effectivement, donc le président disait qu'il y aurait peut-être l'arbitrage du préfet, eh bien allons-y, et puis on va voir un petit peu, il y en a qui auraient des surprises, et même peut-être des gens qui ne touchent pas beaucoup d'assez, comme Podensac par exemple, qui pourraient être revalorisés, et d'autres diminués. Donc, alors, on ne va pas aller jusque-là, merci Monsieur le Président, mais trouvons une solution juste. Alors je sais que c'est pas facile du tout de mettre en application ce que je demande, mais soyons justes. Moi, il me faut un vote sur les travaux, parce qu'on ne va pas continuer effectivement à fonctionner comme ça. Mais oui, aujourd'hui, je vous ai laissé parler. Oui, non, mais je répondrai parce que c'est une journée très importante. Parce qu'après, ça se perpétue d'année en année, il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous entendez? Gravissime. Entendez bien. Alors regardez, on va passer. Et surtout que sur la rive gauche, ça n'a aucune incidence. Aucune. Il n'y a que pour nous que ça a des incidences catastrophiques. Je vous le dis. Donc, soyez lucides et s'il vous plaît, entendez ce que je vous dis. S'il vous plaît. Monsieur Latapi, si je peux me permettre. Merci pour votre écoute. Mais monsieur Latapi, écoutez, franchement. Vous avez bien compris qu'effectivement les clés se sont réunies les unes après les autres. On a essayé d'évaluer effectivement le transfert de charges dans les meilleures conditions et de faire en sorte de aujourd'hui vous avez une délibération à prendre. Vous la votez ou vous ne la votez pas. Ce n'est pas un souci particulier. Moi j'aurais fait le job par rapport à ça. Je vous le dis aussi clairement que ça. Je ne suis pas inquiet du tout. Si effectivement la délibération ne passe pas, on demandera l'arbitrage effectivement automatiquement du préfet par rapport à ça. Et je pense que moi j'ai des éléments à lui apporter au niveau du préfet, de telle manière qu'il puisse faire un travail le plus exhaustif possible, et on verra un petit peu la sortie. Aujourd'hui on est sur un accord local, hein. On est sur un accord effectivement qui est un accord qui, quelque part, doit nous permettre de trouver un bon équilibre. S'il faut revenir à des fondamentaux, rappelez-vous un petit peu ce que disait effectivement le cabinet éco-territorial quand il est revenu au niveau de la loi. Parce que les arbitrages, nous, on en a balayé quelques-uns par rapport à ça. Et il se peut très bien qu'effectivement, au niveau du préfet, il y ait des choses qui soient reprises, et plus particulièrement quand je vois effectivement ce qui s'est passé au niveau d'Ocabello, et que effectivement pour aujourd'hui on est simplement sur les annuités d'emprunt. Le transfert de charge d'Ocabello, on ne sait pas trop comment ça s'est passé à l'époque, on ne va pas refaire le film, on a passé ce cap-là, Alors, je sais que c'est pas facile, mais apparemment, on n'a pas compris très exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire que moi, j'entends à une neutralité. Il ne faut pas que ça coûte ni aux uns, ni aux autres. Et à la CDC, et à nous, c'est-à-dire de faire des économies nécessaires pour que personne ne soit mis en difficulté, Monsieur le Président. Bien enfin, il ne faut pas se prendre pour Einstein quand même pour entendre ou écouter ce que je dis quand même. C'est la mathématique pure et dure, et très simpliste, tout simplement. Oui, mais c'est pas certainement, mais c'est sûr et certain. Et c'est pas la peine de parler d'une manière péjorative.
Parce que c'est sûr que je dis la vérité là. Je dis la vérité. Et je suis quand même surpris que d'autres personnes ne prennent pas la parole et aillent dans mon sens. Vraiment. Parce que l'avenir, l'avenir sera hypothéqué complètement. Monsieur Latapie, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont prendre la parole. Merci Monsieur le Président. Moi je voudrais aller un petit peu dans le sens, pour mieux expliquer l'issue de mon vote ensuite. J'ai un petit peu dans le sens de vos propos, Monsieur le Président. Après plusieurs mois de discussion interminables concernant cette absence curieuse et opportune d'archives, d'une part, qui aurait permis d'attester de la réalité des transferts d'équipements, de la part de certaines communes, des ex-cotos, rajouter une étrange amnésie de certains et d'une absence d'écoute d'autres, qui n'ont pas voulu acter que certains équipements et services ont été sous-évalués, ça avait été souligné par le bureau d'études, au moment des transferts. Je crois que vous avez évoqué ça tout à l'heure. Et pour d'autres, créés donc et développés par cet ex-CDC des coteaux et financés donc par les impôts on ne va pas refaire l'histoire des CLECT, voilà, ça a été rappelé tout à l'heure. Résultat, donc au titre de cette solidarité, on fait payer donc à toutes les communes, y compris celles de la CDC de Podensa qui n'ont rien à voir avec ces transferts de compétences et d'équipements, une sorte de taxe de solidarité étendue à tout le monde, même ceux qui n'ont rien transféré. Donc y compris les de droite, mais aussi sur les communes de la rive gauche. Et en plus de ça, donc, compte tenu de la situation financière, ça a été évoqué à maintes reprises ce soir, donc par rapport à votre proposition, Monsieur le Président, sur la neutralisation qui permet de dégager un petit peu de marge par rapport au budget de la CDC. Donc c'est finalement les communes, toutes les communes qui mettent la main à la poche pour financer ces services qui ont été de manière mal évaluée au moment du transfert. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que ça marche là? Alors écoutez, moi ma prise de position elle est quand même assez importante parce que je pense, et bien évidemment, j'ai entendu deux collègues de la communauté de communes des Portes-de-Garonne qui se sont exprimés et effectivement il y a une chose qui m'interpelle quand même, c'est qu'à un moment donné il aurait fallu savoir en amont. Je pense que si on serait pas si nombreux autour de cette table si on avait su en amont que beaucoup de communes auraient perdu l'argent qu'ils vont perdre annuellement, et que je pense qu'on part sur des mauvaises fondations pour notre CDC. Parce que, qu'on le veuille ou non, que la CLECT soit adoptée ou pas, il y aura forcément des traces de rancœur. J'ai eu le bonheur de faire partie d'une CDC où on était moins nombreux, mais effectivement, à chaque fois qu'il y avait des problèmes dans ce sens-là, on s'exprimait et on se parlait dans les yeux, et on essayait de réduire les choses au mini. Là, je pense qu'effectivement, Président, vous dites que, effectivement, si la préfète vient mettre le nez dedans cette CLECT, ça peut peut-être modifier les attendus, mais moi je pense aussi qu'on ne peut pas dire à des communes tous les ans, surtout des petites communes, hein, parce que effectivement de ce côté de la rive, de ce côté de Convergence Garonne, c'est des communes qui sont plutôt peuplées, j'oserais dire, par rapport à nous, qui sommes des villages de 600, 500 ou 1000 habitants, et donc c'est vrai que j'entends aussi effectivement qu'à un moment donné, ça permet, c'est un emploi qui se joue tous les ans, et donc qui se joue pour la commune. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on trouve un terrain d'entente un petit peu plus neutre. On ne peut pas avoir des gens qui d'un côté soient dans une situation financière acceptable et de l'autre côté des gens qui sont dans de la peine et je pense aussi qu'il faut se méfier parce qu'effectivement les élections municipales sont bientôt là et que beaucoup d'entre eux peut-être vont mettre la tête au guichet pour la dernière fois. Voilà. Monsieur Moreno, je vous remercie, mais et donc ma position c'est que je voterai contre. Oui, je vous remercie, Monsieur Moreno. Mais il faut que vous sachiez qu'effectivement, lorsque sur la rive gauche, puisque c'est ainsi qu'on a mis en place effectivement la communauté de communes et la taxe professionnelle unique, les impôts ont été diminués terriblement en ce qui concerne les communes et compensés de telle manière que pour le contribuable ce soit une opération blanche. On a évalué d'une manière très précise les transferts de charges. De quoi s'agit-il là? C'est effectivement que si on évalue tous les transferts de charges tels que la loi nous le demande,
sur les communes de la rive droite, on en arrive aux conclusions du cabinet éco-territorial qui n'étaient pas, absolument pas, raisonnables et raisonnées de mettre en place. Rappelez-vous, ne serait-ce que pour Cadillac, ça passait de 400 000 à 100 000 euros. Oui, oui. Donc ça, moi je l'ai jugé inacceptable. Donc c'est bien pour ça qu'on est revenu à chaque fois effectivement pour trouver un point d'équilibre. Ce point d'équilibre là, je pense l'avoir atteint. C'est-à-dire effectivement, en ramenant effectivement les allocations de compensation pratiquement au niveau, parce qu'il s'agit de ça dont il s'agit, pratiquement au niveau des allocations fiscales brutes. On ne peut pas aller au-delà, puisqu'à un moment donné, d'un côté, on a évalué. Et la difficulté qu'on a, M. Moreno, mais ça c'est factuel, on pourra en reparler longuement, c'est qu'on n'a pas eu les éléments, et Alain Thérèse le disait, on n'a pas eu les éléments pour évaluer d'une manière claire et nette tous ces transferts de charges qui sont obligatoires, qu'on doit faire obligatoirement lorsqu'on passe d'une fiscalité additionnelle à une fiscalité unique. Donc il faudrait reprendre les premiers travaux du cabinet éco-territorial qui était terrible et que je ne pouvais moi raisonnablement pas accepter, et regardez le chemin parcouru. Regardez le chemin parcouru, M. Moreno, par rapport au fait que, pour trouver ce point d'équilibre que je propose aujourd'hui, et qui sont aussi acceptables par ce côté médic. Et donc là, c'est pas la quadrature du cercle, mais presque. Alors moi, la proposition que je fais là, je vais la faire. Il y aura un vote, il sera ce qui sera. Chacun va voter en son âme et conscience, bien entendu. Étant donné que ce point d'équilibre que je suppose être le meilleur dans le cadre de la discussion et des éléments qu'on a pu avoir, je pense qu'effectivement, en toute honnêteté et en mon âme et conscience, être le point d'équilibre le plus juste pour l'ensemble de notre territoire. Après, il y a des choses où on ne peut pas aller au-delà. C'est vrai qu'on n'est pas loin des assises fiscales brutes, parce que quand on regarde les montants, on est quand même à 182 000 euros de différence entre le 2 202 et 2 44 quoi, ou 200. Donc on est très près. Si on est proche, il y a qu'à le faire. Si on est proche, il y a qu'à le faire, Non, mais attends, Michel, on va pas refaire les choses. Aujourd'hui, il y a eu des clés. Moi, je dois tenir compte effectivement de certains équilibres. On va passer au vote gentiment par rapport à ça. Et oui, Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît, oui. Quelques petits commentaires simplement. Monsieur le Président, vous comparez effectivement la création de la communauté de communes de Podensac avec le passage à l'ATP, où il y a effectivement, je le redis une fois, il y a transfert de fiscalité et transfert de charges. Donc là, il y a une justification de faire le parallèle entre les deux. Je vous rappelle que la communauté de communes des Côtes-de-Garonne, il n'y a pas eu transfert de fiscalité. Il y a eu création d'une fiscalité additionnelle nouvelle pour les charges qui ont effectivement été prises, transférées si vous voulez, mais il n'y a pas eu de transfert de fiscalité. Donc il n'y a pas lieu de faire le mécanisme de compensation. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire 15 ans après. Ce n'est pas justifié, ou alors il faut rendre de la fiscalité additionnelle aux habitants des Côtes-de-Garonne. Et là, non, c'est pas la loi. La loi, il y a effectivement une compensation quand il y a un transfert de fiscalité. Et à l'origine, il n'y avait pas de transfert de fiscalité. Et on retrouve effectivement aujourd'hui, ce que vous allez prélever sur les communes, c'est de la fiscalité des contribuables de ces communes qu'il va falloir compenser en simplement leur augmenter les taxes. C'est pas plus compliqué que ça. Alors soit vous pouvez l'assumer effectivement, cette augmentation de fiscalité dans nos collectivités, mais c'est exactement la traduction. Il n'y a pas d'autre explication. Monsieur le Président, si je peux juste... Oui. Je voudrais d'abord saluer le travail que vous avez fait. Vous avez fait avec la publicité que vous avez mis pour mener à bien cette enquête, pour essayer d'obtenir un large consensus. C'est vrai qu'on part de loin. Et vous parlez d'un point d'équilibre, je crois qu'effectivement on a réussi à le trouver en 2018. Je pense que si on s'arrête à 2019, la première hypothèse, je crois qu'on l'aura trouvé aussi. Mais quand j'entends certains de mes collègues, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Je pense que le point d'équilibre pour nous, rive gauche, il est atteint. C'est-à-dire qu'on en reparlera peut-être pour la 2019. Mais je crois que le travail a été bien fait. Et on pourra toujours discuter sur des points. Alain a fait état, effectivement, d'une certaine taxe des communes de rive gauche qui sont nos communes. Mais bon, nous, on veut bien l'accepter puisque ça fait partie des accords
que l'on a discuté, voilà, donc on n'y revient pas dessus. Mais je pense que nous, on a beaucoup de communes, et dont Séronce. Je pense que le point d'équilibre il a été trouvé là, dans cette quête 2018 et dans la quête 2019, l'hypothèse 1. Voilà. Je voulais le dire avant de passer un peu à la suite. Oui, oui alors, non, moi tout simplement, je pense que ce que tu viens de dire, cher collègue, le point d'équilibre n'a pas été trouvé, parce qu'il y a quelques communes qui vont se retrouver dans une situation difficile, qui le dit, qui le clament. Mon collègue de Donzac, je trouve que ses propos sont déplacés. Monsieur le Président, de nous faire des menaces en faisant intervenir l'État, je crois que c'est pas très cohérent. Ah, c'est pas des menaces, c'est pas des menaces, pardon. Non, pardon. Je peux me permettre, c'est absolument pas des menaces. C'est absolument pas des menaces. Non, je passe. Non, je peux pas laisser passer ça. Si, mais tu répondras. Non, je vais pas laisser passer ça. Non, c'est un mot trop fort. Si effectivement j'avais dû passer beaucoup plus rapidement, je l'aurais fait. Donc le problème pour moi, c'est d'arriver effectivement à un point d'équilibre. Je pense avoir trouvé. Mais tu l'as expliqué. Non, mais attends. Et après dire qu'effectivement. Non, mais c'est vous qui allez décider. Non, mais attends. Je te laisserai pas dire des menaces. Non, n'accepte pas les menaces. Si tu veux qu'on discute encore comme ça. Non, mais je t'arrête vraiment par rapport à ça. Il s'agit absolument pas de menaces. Mais moi, je suis tout à fait tranquille par rapport à ça. La proposition que je fais là, c'est une proposition de vote, mais c'est vous qui allez voter. C'est vous qui allez voter. On est bien d'accord. Je voudrais terminer. Alors, j'accepte ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. Techniquement, tout ce qui a été fait se tient, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux dire, et je rejoins absolument ce qu'a développé tout à l'heure mon collègue Guy Moreno, il faut aller plus loin pour avoir une solidarité entre nos communes. On s'est regroupé pour ça les 27, ça s'appelle Convergence Garonne, et il y a quelques communes qui vont avoir de grosses difficultés, et on ne peut pas accepter ça. Donc moi, par exemple, je crois que je vais avoir 10 000 € de plus, je suis prêt à aider ces communes-là, ces 3 ou 4 communes, et baisser mon attribution de compensation pour faire preuve de solidarité. Par exemple, donc, dans le but d'éviter de laisser des collègues. Donc si on n'arrive pas à avoir une solidarité totale entre nous, je suis désolé, je voterai contre à ce titre-là. Voilà. La neutralisation, c'est ça. Oui. Je remercie Guy Moreno d'avoir fait... Allez, tu veux reprendre la parole? Oui, mais juste pour répondre au maire de Rions. Oui, je voudrais répondre à monsieur le maire de Rions, donc pour m'inscrire en faux sur les propos déplacés que j'aurais pu avoir. En général, quand je dis quelque chose, je peux le prouver. Hein. Donc si vous avez assisté à toutes les clés, monsieur le maire, vous pourrez attester que ce que j'ai dit est juste la réalité et qui a été confirmé par le monsieur Bourgeois du bureau d'études. Voilà. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que l'on dit. On a fait monsieur Bourgeois la parole au fond là-bas. Oui, on va essayer de calmer le débat. Moi je trouve que les travaux de la clette finalement c'était long, fastidieux, mais extrêmement instructif finalement. Alors ce soir c'est peut-être un compromis douloureux. Moi je vais le voter, je vais pas le voter dans la joie de l'allégresse. Mais ces travaux de clette pour moi ont mis en lumière que le projet de Convergence Garonne il a à écrire. Parce que là on est mal parti, les fondamentaux sont mal posés, si on continue comme ça on va à la catastrophe. Alors moi je crois qu'aujourd'hui les chiffres sont ce qu'ils sont et ils sont légalement, économiquement, je crois, c'est le compromis qu'on peut trouver. Donc moi je l'accepte. Mais j'ai pas voté le budget, ça fait plusieurs fois que je dis que ce projet Convergence Garonne, il faut le revoir du sol au plafond. Ce soir je le réitère, avec gravité, vous le prenez comme vous voulez, mais je crois que si on ne se met pas autour de la table, en décidant ce qu'on veut faire ensemble, on va droit dans le mur. Est-ce qu'on ne veut plus faire? Oui, c'est pour... Pardon. Est-ce qu'on ne veut plus faire? Ce qu'on ne veut plus faire. Oui, pour compléter ce que dit Dominique, j'ai dit en 2016 tout ce que je pensais par rapport à cette fusion. Aujourd'hui, le travail que l'on fait, c'est le bon compromis.
parce que malheureusement on ne peut pas aller au-delà, et je le dis aux communes voisines, je l'ai dit l'autre jour, hier en réunion de bureau des maires, malheureusement on se retrouve à confronter à, si on était obligé de payer 2 400 000 €, on se retrouverait avec un déficit qui serait de l'ordre à peu près de 200 000 €, avec 150 000 € d'excédent. On ne peut pas arriver à faire ça. Alors après, on ne connaît peut-être pas toutes les problématiques, Michel, ça c'est un fait, mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit et ce qui se passe sur la CDC, bah, on n'a pas trop le choix. Par contre, on avait le choix avant. C'était avant qu'on avait le choix. Donc quand à un certain moment, quand on a un certain... Si, tout le monde avait le choix de voter. Et quand moi j'ai dénoncé ce qui allait se passer, ça fait les gorges chaudes chez beaucoup. Alors excusez-moi, mais ben là, on se retrouve confronté à quelque chose qu'on n'a pas su affronter dès le départ, et c'est maintenant qu'on l'affronte, voilà, et puis on se déchire. On s'affronte les uns les autres, voilà. Il faut pas ça. Personnellement, je ne veux pas être le dindon de la farce sur cette fusion, tout simplement. Alors, je suis désolé, parce que franchement, perdre autant de sous, Monsieur Latapi, si vous voulez prendre la parole, prenez le micro. La commune de votre premier vice-président, alors je peux regretter que vous soyez un peu moins soucieux de celles des communes qui n'ont pas de maire vice-président. Et pour un petit, quand vous parlez d'égalité, moi si on regarde ce petit tableau, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pour... si on fait le rapport, par exemple, moi, de ma commune des AC avec celle de Cadillac, Cadillac touche 6 fois plus d'AC que ma commune, et par contre, on lui enlève un peu moins de 6 fois mes AC. Donc je ne comprends pas pourquoi, en fait, je vais contribuer plus que Cadillac. Et pour Bégaye, c'est pareil, ils ont 2 fois plus d'AC, mais ils ne vont pas payer 2 fois plus. Donc là, il y a un mystère, parce que je croyais qu'on était tous égaux, et là, pourquoi moi, vos calculs d'AC font que je suis plus impacté. Et alors ça c'est la même chose. Et après, vous allez, pour revenir à mon expression tout à l'heure, vous allez nous rendre malades pour récupérer 180 000 € pour le budget 2018 qui n'est pas en déficit, parce que là c'est sur 2018. Donc c'est en fait pour gonfler le résultat de 2018 qui serait à 330 au lieu de 150. Voilà, donc tout ça pour récupérer 180 000 €, et je peux vous assurer que les 180 000 €, si une autre majorité était à la tête de cette CDC, on trouverait de quoi faire ces économies. Monsieur Cholon, premier point, on l'a pas fait pour 2017, rappelez-vous. Deuxième point, vous étiez effectivement à la communauté de communes des Coteaux de Garonne, et la concentration des équipements, elle était sur Cadillac. À partir du moment où effectivement ces équipements, rappelez-vous, lorsqu'on a fait le calcul des charges transférées, forcément, à partir des AC fiscales de Cadillac, et je l'ai dit tout à l'heure, on tombait aux alentours effectivement de 120, 130 000 € par rapport au calcul de toutes les charges transférées. On a appliqué la même méthode sur toutes les communes, y compris sur Cadillac. C'est pour ça qu'aujourd'hui Cadillac se retrouve, c'est pas parce que Jocelyn Doré est premier vice-président qu'on a fait une cote bien taillée pour la commune de Cadillac. C'est factuel en fonction effectivement des travaux de la CLET. Alors ça, je ne vous le ferai pas, vous me ferez pas dire effectivement le contraire de cela. Qu'on soit bien d'accord, 2017 a été sanctuarisé, rappelez-vous-en. Ça, on n'en reparle pas de 2017, mais effectivement, ça a été sanctuarisé parce que c'était la première année de la fusion, et effectivement, on n'a pas appliqué le transfert de charge. Mais ça, effectivement, personne ne le relève. Mais c'est important aussi de le relever, c'est important quand même de le relever. Après, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas une question de faire de l'excédent sur 2019 par rapport à ça, pas du tout, c'est de constater les choses, et de constater, de mettre en équation ce qui a été travaillé au niveau de la CLET. Écoutez, franchement, on est vraiment... Et là, je rejoins effectivement Dominique Carillon, Dominique Clavier. Je crois qu'il faut quand même se poser la question. Aujourd'hui, moi, c'est pas... La communauté de communes de Cadillac et des Coteaux de Garonne, pardon, a fonctionné comme elle a fonctionné. Elle a positionné effectivement tous ses équipements, plus particulièrement sur la commune de Cadillac. C'est une façon de fonctionner. Je ne sais pas, moi, vous avez très certainement délibéré entre vous. Il y a des choses qui sont factuelles. On essaie d'atténuer effectivement les choses, mais l'équilibre, il est là. Quoi. Donc c'est ce que je vais soumettre au vote. Ce que vous dites ne marche pas pour Bégaye, mais ce n'est pas centralité. Donc
Ouais, non, mais enfin, on va pas non plus. Oui. Non, on est bien d'accord par rapport à ça. Et vous avez très bien compris, M. Cholon, ce que je voulais dire par rapport à ça. Effectivement. Vous avez bien compris, effectivement. Non, vous avez bien compris, effectivement. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est le compromis. C'est de trouver, effectivement, le bon compromis ou le moins mauvais compromis, de telle manière, effectivement, à être le plus concis possible. Dernier point, puis après je passe au vote. Oui, non, mais on a bien compris. Donc, il y a un compromis, mais les compromis, ils sont bons ou mauvais. Donc, celui-là, il n'est pas bon. Parce qu'effectivement, je le répète, moi, je ne peux pas me permettre de perdre un produit fiscal aussi important. Voilà, personne, apparemment, a très bien... Oui, encore une fois, parce que 180 000 sur la CDC, il me semble que c'est pitchonnette, mais 40 000 sur ma commune, c'est beaucoup. Et voilà, donc merci Guy pour ton soutien. Merci Jean-Claude, vous avez bien compris nos difficultés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce qu'on a bien finalement entendu nos propos, enfin au moins certains. Voilà, parce que les CDC sont là pour appuyer les communes, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Bon, monsieur Latapi, je vous remercie énormément effectivement de votre contribution. Oui, merci. On va passer au vote sur cette délibération. Juste une question, Monsieur le Président. Oui. J'ai été obligé de sortir. Un coup de téléphone un peu urgent, pour que j'essaie de comprendre ce tableau qui est arrivé entre-temps. Ce tableau-là tient compte donc de l'AC que l'on doit de 2018. J'avais mis en perspective les AC 2019 pour montrer que les impacts... Ah d'accord, donc on est en train de voter l'AC 2018. Oui. D'accord, c'est pour ça que je ne comprenais plus là. Donc je ne suis pas en avance trop, ça va. Non, voilà, ça va. Merci. C'est bien le tableau qui est derrière les deux colonnes, qui s'équilibre à 2 226 645. On est bien d'accord? Qui est contre l'adoption de cette délibération? Monsieur Moreno, Monsieur Latapi, Monsieur Cholon, Monsieur Moreno, Monsieur Latapi, Monsieur Cholon, Monsieur Bernard et Monsieur Massieu. Ah, il faut lever la main très haut, madame. Excusez-moi, madame Ducos. Qui s'abstient? Alain Clérens. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Je vous remercie de la confiance parce qu'effectivement c'est relativement complexe. Et croyez-moi que ce vote vraiment me fait beaucoup de bien. Merci. On va passer à 2019. Pour 2019, ce qui est demandé, c'est qu'effectivement, de se caler effectivement avec les attributions de compensation provisoire 2019 par rapport au montant d'attribution de compensation brute 2018 à 2 226 645, en tenant compte de l'hypothèse, c'est l'hypothèse avec restitution APS. Et toujours pareil avec la neutralisation. Qu'est-ce qui veut intervenir là-dessus? Moi, Monsieur le Président, je veux intervenir. Oui. Moi, c'est possible. Bien sûr. Donc, je prends la parole par rapport au sujet tout à l'heure. Donc là, on passe directement de la C 2018 à les attributions de compensation de 2019 avec la restitution des APS. Je fais juste une petite remarque dans le tableau que vous avez envoyé, j'ai fait un petit calcul. Les 4 communes donc, qui restituent les APS, qui récupèrent les APS, ça fait un montant de 138 000 €, que l'on déduit de 212 000, c'est-à-dire la réduction de 212 000 pour faire la compensation, la neutralisation, donc ça fait quand même 65% de la neutralisation. Et lorsqu'on le répartit sur l'ensemble des communes, en fait, la rive gauche paie 63% de cette neutralisation, ce qui fait au final 133 000 €, la commune de la rive gauche paye l'ensemble des APS des 4 communes de rive gauche, de rive droite. Donc je crois que c'est pas acceptable. Enfin, moi
je vous le dis, la commune de Céron ne votera pas cette délibération, compte tenu des votes précédents, puisqu'on nous dit que ça a produit, ça met les communes en difficulté, mais bon, quand je regarde le tableau, je suis un peu perplexe. Ou alors, je ne sais pas compter, je sais pas. Voilà. On les enlève, les 40 000. On nous en prend encore plus, là. Voilà, donc la question est de savoir si effectivement ce sont des services communs, si les communes les rendent après la CDC, donc il n'y a pas lieu de les mettre dans le calcul. Donc au final, on reste sur les assises provisoires 2019 sans restitution des APS. Et donc au lieu de le rendre 212 000, eh bien, on reste dans les 64 quelques millions, 65 000 euros. Voilà. C'est la position. Si, vous avez très bien compris. Oui, non, mais je rejoins Patrick là-dessus, excusez-moi, je prends la parole, mais je te rejoins amplement là-dessus parce que c'est pas forcément ce qui a été décidé hier au soir. Ah si, c'est ce qui a été décidé hier au soir. Si, c'était décidé, mais moi j'avais voté, je m'étais abstenu, mais j'avais réservé mon vote pour ce soir. Ce qui a été décidé hier au soir par rapport à l'Assemblée des maires. Vous avez bien compris, effectivement. Là aussi, il s'agit, Patrick, je comprends très bien, l'exercice est très compliqué, aussi bien pour 2018 que pour 2019. Le point d'équilibre, il faut le trouver là aussi. Donc le point d'équilibre, il est aussi, et il passe aussi par là. On peut très bien effectivement revoir les choses dans une prochaine clef, mais il s'agit effectivement là de définir effectivement les allocations de compensation 2019. Je sais, provisoire bien entendu, je sais qu'on ne fera pas, puisqu'effectivement il y a encore les chemins de randonnée, et puis je ne sais plus quoi, donc effectivement il y a deux ou trois petites bricoles. Et je sais qu'effectivement, on est sur ce genre de choses. L'exercice n'est pas des plus parfaits possibles. On est bien d'accord par rapport à ça. Donc Patrick, je te rejoins totalement, sauf qu'à un moment donné, je suis obligé d'avoir cette appréciation qui me permet quelque part aussi d'essayer effectivement de trouver le compromis qui pourrait aller effectivement à l'ensemble effectivement de l'Assemblée. Alors chacun effectivement va se positionner d'une manière différente. Quand Patrick parle, Lionel Cholon n'est pas content, et l'inverse. Moi, mon travail, c'est effectivement de trouver le juste milieu et le bon réglage. Donc voilà. Je ne suis pas content parce que quand je vois les chiffres, je conteste leur analyse en disant que la commune va se retrouver sur la paille. Voilà, c'est simplement ça. C'est bien ce que j'ai compris. Sachant que ce sont les communes vers de gauche. Moi, ça ne me concerne pas, c'est 3 000 euros, 4 000 euros, c'est pas un souci. Je suis très riche, donc c'est pas un problème. Oui. Mais il y a des communes plus en difficulté que nous, aussi, et qui à 60 000 euros, 30 000 euros, je trouve que c'est important. Et voilà. Et c'est pour payer en fait le transfert des APS. Tu comprends bien à un moment donné qu'on puisse être obligé, et c'est là. Le rôle, c'est mon rôle quelque part d'essayer de trouver effectivement ce réglage-là. Et faire en sorte que, au travers de l'analyse que je porte, parce que c'est une analyse que je porte pratiquement tout seul sur cette affaire-là, je suis obligé de faire une proposition qui, à mon âme et conscience, est la meilleure pour tout le monde. Voilà. Après, l'histoire dira le reste, je pourrais effectivement m'être complètement trompé, mais je ne pense pas être aussi loin que ça de la vérité. Oui, avant de voter ce tableau, qui n'est pas celui qu'on avait hier soir, non, hier soir c'était pour on ira 6886. Non, si. Non, bon, enfin bref. Moi, je tiens à faire une déclaration, parce que je trouve quand même que la pilule est grosse à avaler. Donc il me faut quand même parler de nos anciens élus, c'est-à-dire en 1972, qui ont eu par leur clairvoyance su créer les conditions pour que le village puisse envisager l'avenir sereinement. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que notre commune couvre 6 000 hectares traversés par 3 départementales, 30 km de chemins ruraux, 30 km de voiries, 80 km de pistes forestières et une croissance de 1000 habitants en 15 ans. Il a fallu construire les structures. C'est ainsi qu'aujourd'hui les élus ont continué à favoriser, car ce qui s'est passé en 72, nous l'avons triplé, voire multiplié, et nous avons développé. Je crois que je vais le faire à M. Mathieu. Nous avons développé des zones économiques dont la CDC bénéficie aujourd'hui très largement. Par ailleurs, on se retrouve face à une proposition, pardonnez-moi l'expression, sortie de derrière les fagots. On n'en a jamais parlé, on n'a jamais étudié. Mais en tout cas, aucune de celles proposées par M. Bourgeois.
c'est qu'il nous interpelle sur le bien fondé de son utilité. Enfin, les 212 000 euros environ que la CDC cherche à économiser semblent être, à mon sens, destinés à financer les nouveaux emplois, entre autres certaines catégories A à plus de 30 000 euros, à plus de 33 000 euros, qui ne sont peut-être pas forcément nécessaires tout de suite. Donc l'Andiras regrette d'en avoir à en assumer 30% de cette charge. Donc l'Andiras votera contre cette délibération, qui est préjudiciablement diradée. Enfin, merci de ne pas me répondre que l'augmentation fondée, c'est la solidarité, car l'Andiras contribue à votre budget très largement. Je te remercie, Jean-Marc. Mais c'est vrai qu'en termes de solidarité, et plus particulièrement sur Podensac, je n'ai pas forcément à rougir par rapport à l'Andiras, je te le dis franchement. Puisqu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu les choses, bien entendu, moi j'ai créé effectivement, après la création de la communauté de communes de la SPU, effectivement j'ai continué à créer des zones d'activité. Elles sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, vous avez vu effectivement l'allocation de compensation de Podensac. Et Podensac n'a absolument pas à rougir par rapport à ça. La croissance en termes d'habitants, la croissance en termes de services et des équipements, on les a nous aussi. C'est vrai. Tu vois, je n'emploierai pas ce mot de solidarité parce qu'il te fait mal quelque part, effectivement. Mais moi, ce mot de solidarité, pour moi, je l'emploie. Aujourd'hui, effectivement, quand je compare les allocations de compensation et celle de Podensac en particulier, alors qu'elle a créé, je pense, pas mal de richesses. Hein. Quand on regarde un petit peu la CFE, moi j'ai pas à rougir par rapport à la CFE qui est produite sur l'Andiras, mais par contre, j'ai pas la compensation en termes de... C'est pour cela que si effectivement le vote s'avérait négatif quelque part, puisque c'est une proposition que je vous fais en toute honnêteté. Mais si ce soir le vote s'avérait négatif, je pense qu'au niveau du préfet, on aura peut-être effectivement des surprises. C'est pas du chantage, c'est une obligation qui nous est faite. Si le vote est négatif, effectivement, nous aurons effectivement... Comment ? On peut retravailler et revoter. Non, on est au bout du bout là. On est au bout du bout. Parce qu'effectivement, ça n'a que trop duré, on est sur 2019. En plus, ce sont des assez provisoires. Si à un moment donné, il faut remettre des choses dans le débat, on les remettra au moment du recalcul des AC. Mais là, aujourd'hui, je suis au bout de ce que je pouvais produire en termes d'énergie et intellectuellement sur cette affaire-là. Oui, monsieur, bien j'entends ce que vient de dire Jean-Marc, je comprends un peu, mais il y a des choses que je voudrais que tout le monde comprenne. Nous n'avons pas tous la même chance sur les communes qui sont les nôtres. Il y a des communes qui ont la possibilité d'avoir des zones industrielles, même si c'est extrêmement complexe, c'est coûteux pour une commune, parce que c'est des nuisances, c'est beaucoup de choses. Il y a des communes qui, et c'est là que la solidarité, à un certain moment, il va falloir qu'elle joue. Parce que ça peut être blessant pour les petites communes qui n'ont pas de possibilité exponentielle de pouvoir avoir des habitations qui vont venir compenser le manque à gagner qui est le nôtre, qui ne pourront pas donc augmenter les impôts pour X raisons. Juste par rapport à Barsac, zone rouge du PPRI, et là où c'est Barsac-Sauternes. Aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que, comme je l'ai déjà dit lors de mes vœux, certaines communes qui sont ici, on va avoir quelle chance par rapport à d'autres? On n'en aura aucune. Quelle va être la répartition des richesses des uns envers les autres? Eh bien, on la voit, la répartition des richesses. Il n'y en aura pas. Ça veut dire qu'on a des communes qui vont stagner, d'autres qui vont pouvoir grossir. Alors, j'en suis très heureux, Jean-Marc, que tu aies cette possibilité sur la commune. Enfin, toi et les maires précédents, et ceux qui te succéderont. Mais il y en a d'autres qui n'auront pas de possibilité. Les communes qui sont de l'autre côté de Garonne, eh bien, elles n'auront rien. Aucune expansion possible. Donc nous sommes quoi? En fait, cette fusion, il aurait mieux valu qu'on reste comme on était, on s'entendait mieux comme ça, on est en train de s'écharper les uns les autres. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre, nous ne pourrons pas mettre plus à sac la communauté commune que ce qu'elle est, parce qu'elle n'a pas de possibilité. On n'arrive pas à dégager suffisamment d'excédents pour pouvoir la faire vivre, cette communauté de communes. Et on ne va pas pouvoir taper tout le temps sur la population pour espérer avoir autre chose.
Alors on le voit, la compétence voirie, il faut la supprimer. On ne peut pas la garder. Donc je comprends ce que tu dis, Jean-Marc, par rapport à tout ça. Et je suis très heureux que ta commune ait pu évoluer comme ça. C'est parce qu'on en a besoin sur les secteurs qui sont les nôtres. Il faut qu'on ait des communes qui soient capables d'accueillir des zones industrielles. Mais on est en retard de 10 ans par rapport aux zones. On n'en serait pas là si on avait pu faire évoluer. En 72, quand on a créé le site des Grochets de France, personne n'en voulait. Autre part, tout le monde ne pouvait pas l'accueillir. Hein. Moi, j'aurais été joyeux de l'accueillir. Je n'ai pas de souci là-dessus. Quant à Barsac, à un moment donné, il a été question que vous ayez une sortie d'autoroute. Vous l'avez refusé. Ben oui. C'est pas Barsac qui l'a refusé, c'est certains viticulteurs qui ont repoussé. Arrêtons de nous. Non, mais c'est navrant, Monsieur le Président, c'est navrant. On va passer au vote, Monsieur Clavier, je vous remercie. Je n'ai pas parlé, c'est ça. J'ai demandé la parole tout à l'heure. C'est vrai? Je vous ai oublié, M. Chaud. Ah non, pas bizarrement, non, donc je pense que hier soir, je n'ai pas pu venir, mais je pense que l'explication n'a pas été bonne. Si M. Soulet n'a pas compris, c'est que l'explication n'a pas été bonne. Donc, vous n'étiez pas là, il a très bien compris. Ah bon, mais alors pourquoi il pense que les 96 000 qui seraient versés à la commune à ce moment-là ne sont pas liés à des dépenses de l'autre côté supplémentaires de 41 000 €. C'est fixé par l'ARC. Donc, moi je fais, en tant que maire, la différence, 96 moins 41, ça me fait 55 000 €. Je vous rappelle qu'au départ, on était à 73. Vous avez décidé de m'en prendre 13 000 en 2018 et vous rajoutez 5 000 € de supplémentaires à la BAC en 2019. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à cette somme. Donc ne pensez pas que les 91 000 qui sont affichés sont pour la commune. Non, c'est pas ce que j'ai voulu vous dire, ou alors vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est que les 4 communes qui qui restituent les APS, ça fait une somme de 138 000 €. Et là, ça fait 65% des 212 000, c'est-à-dire de la neutralisation de la C 2019, qui est ici. Et quand on fait la règle de 3 pour répartir sur chaque commune les 212 €, sur la rive gauche, ça représente 134 000 €. Mais vous êtes pas... Je veux dire, mais c'est ce que j'ai proposé. Moi, j'ai dit que je voulais une attribution de compensation de 2019 sans les APS. Parce que les 138 000 € dont vous parlez, c'est des dépenses en moins. Non, puisque c'est des dépenses que vous avez données après avec service commun. Dans le budget de fonctionnement, c'est des économies dans le budget de fonctionnement, puisque les dépenses du budget de fonctionnement seront compensées par la facture qui sera... C'est bien ce que je dis. Je n'ai aux communes. Ce que je dis, moi, ce que je constate, c'est que pour les routes, pour le fait que vous récupériez vos routes et donc vous récupérez les AC, eh ben, c'est cette somme supplémentaire, puisqu'on reste dans le montant global, qui est aussi... Donc, mes 5 000 € vont aider à payer les routes de Séronce et de Barsac. Non, c'est rien. Non, monsieur Charon, excusez-moi, mais là, vous êtes un petit peu à côté. Vous êtes un peu à côté. Même beaucoup. Ah oui, Michel, je suis désolé, j'ai pas parlé sur ça. On t'a déjà entendu, Michel. Sur la délibération. Tu vas nous dire la même chose. Non, pas du tout. Pas du tout, justement. Je t'écoute. Justement, ça va un petit peu dans le sens du travail qui a été réalisé et du compromis que tu essaies de trouver. Tout le monde a bien compris que tu cherches à trouver un bon compromis et que tout le monde sorte de cette réunion dans un climat apaisé. Mais bon, moi je ne remettrai jamais en cause ça, Bernard. Jamais. Par contre, effectivement, comprenez que c'est difficile pour moi de perdre du produit fiscal. Tu vois, tu redis la même chose. Eh bien, je le redis, comme ça, c'est redit. Mais tu sais, en clette aurait peut-être pu effectivement... Oh non, n'en parlons pas. Qu'est-ce que... On aurait pu me reprocher d'avoir trop parlé, si tu veux, même en clette. C'est peut-être un peu ça, oui. Ok, Michel. Je te remercie, ouais. C'est ça, mais il ne faut pas me parler d'une manière péjorative. Non, mais écoute, Michel, parce que ça n'aboutit à rien. Michel, bon, on va passer au vote. On va passer au vote. Tranquillement. Donc la délibération qui vous est proposée, c'est le tableau qui est affiché effectivement. Ce sont des AC provisoires en 2019 qui ne tiennent pas compte
qui ne tiennent pas compte du chemin de randonnée et puis de Caracu. Qui est contre cette délibération? Monsieur Babsal, Monsieur Pelletan, Monsieur Dubourg, Philippe Dubourg, Madame Forestier, Monsieur Massieu, je ne me trompe pas, c'est Madame Ducos, je l'ai vu, excusez-moi, Madame Peigné, Madame Baraduc, Monsieur Trénit, Monsieur Cholon et Monsieur Latapi. Qui s'abstient? Monsieur Moreno, Monsieur Manceau, Monsieur Cavaillol, Madame Penaud, Bernard. Alors je reprends. Monsieur Moreno, Monsieur Manceau, Monsieur Cavaillol, Madame Penaud, Monsieur Bernard, Monsieur Clamour, Monsieur Soulet, Madame Perronin et Monsieur Kérens. Alors on fait le calcul là, parce qu'effectivement c'est une règle un peu compliquée. On va vous donner le résultat tout de suite. C'est les votants, hein, c'est les... Deux tiers des votants. Deux tiers des votants, attention. On n'a pas la majorité. On n'a pas la majorité qualifiée. Voilà. Bon, écoutez, moi ça ne me pose pas de problème particulier. Je suis allé au bout de l'exercice. Donc, n'ayant pas la majorité, on va effectivement mettre tout ça. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Je vous remercie à tout cas. Attendez, moi j'aimerais bien savoir la suite là. Parce que moi je pense qu'il faut transmettre au préfet. Parce que les querelles de cours de récréation, on ne va pas y passer 6 mois. Donc moi je pense qu'il faut une tutelle. C'est lamentable, c'est malheureux, ça ne donnera pas une image de Convergence Garonne, mais au moins il y en aura un arbitrage d'État. Mais c'est ça, il va y avoir de toute manière, à partir du moment où on n'a pas l'accord, effectivement, le dossier va être transmis très rapidement au service de l'État qui vont retravailler pour nous effectivement les compensations en fonction de la loi, et puis ils vont nous donner les AC. Pour l'instant, c'est les AC brut fiscal qui s'appliquent. Voilà. J'ai une autre délibération. Alors la dernière délibération, c'était effectivement lié à un vote positif effectivement de ces AC, puisque c'était effectivement le transfert à la commune de Sainte-Croix-du-Mont du stade. Donc bien entendu, je suis obligé de la journée pour effectivement regarder ça dans d'autres conditions. Voilà, merci.